Mais pour le reste, mes amis, cette rentrée qui s'esquisse n'est qu'une longue suite de mauvaises nouvelles. Zéro. Zéro. Zéro, c'est le résultat de la croissance économique. Zéro, c'est le fruit de leur politique économique depuis maintenant 2 ans, où ils n'ont cessé de nous mentir. Zéro, c'est le résultat de la soi-disant pause fiscale qu'ils devaient nous offrir. Zéro, c'est le résultat de l'inversion de la courbe du chômage qu'on nous promet et que nous attendons depuis des mois sans qu'il n'y ait absolument rien qui se passe. Zéro, c'est la reprise qui était soi-disant annoncée par le président de la République encore le 14 juillet et qui ne vient pas. Et zéro, pardon de le dire aussi clairement, mais c'est la nullité de ce gouvernement et de la politique économique qui est en ce moment menée par le président de la République et qui abîme notre pays et le plonge dans une crise profonde. De ce point de vue, comment ne pas relever le fait que François Hollande a tout promis et qu'il n'a rien fait? Alors que la situation ne cesse de se dégrader depuis de longs mois, il continue à perdre son temps dans des politiques de commémoration où on en revient à un président de la 4e République qui inaugure les rubans, coupe les inaugurations, fait le malin dans différentes cérémonies officielles, alors que là où on attendait le président de la République, c'était se battre en urgence sur le front économique qui ne cesse de se dégrader. Et comment aussi ne pas relever le contraste avec son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qu'ils ont tant critiqué et dont on mesure aujourd'hui aussi à quel point l'alternative qui a été construite est juste un président qui est beaucoup trop faible par rapport à ce que devrait être la stature d'un président dans un pays comme la France et en crise. François Hollande n'est juste pas à la hauteur d'un costume qui est taillé beaucoup trop grand pour lui. Alors sur le front économique, Hollande et Valls nous disent qu'ils ne sont pas surpris. Mais le 14 juillet, ils nous annonçaient de bonnes nouvelles et ils prétendent aujourd'hui ne pas être surpris. Hollande et Valls nous disent qu'il faut attendre, que c'est une question de temps et que les résultats viendront. Mais ça fait 2 ans que nous attendons. Les Français aujourd'hui, à plus de 80%, et c'est un sondage qui est sorti ce matin, désavouent la politique du gouvernement. Les Français sentent bien ce qu'il se passe. Seuls Hollande et Valls continuent à nier ce qui est la réalité économique du pays. Et quelles mesures attendent, mes amis? Quelles sont, soi-disant, ces mesures qui sont destinées à redresser le pays? Les impôts supplémentaires que nous ne cessons de subir, les uns et les autres, tous ceux qui sont les membres de la classe moyenne? Est-ce que les mesures qui vont redresser le pays, c'est le jour de carence qu'ils ont offert en plus dans le secteur public, mais pas dans le secteur privé? Est-ce que les mesures qui sont destinées à redresser le pays, ce sont certains régimes spéciaux déficitaires qu'ils maintiennent dans le même temps où ils demandent des efforts à l'ensemble des Français sur leur régime de retraite à eux? Est-ce que les résultats qu'on peut attendre, c'est le pacte de responsabilité dont on nous rabâche les oreilles depuis 1 an et qui n'est toujours pas mis en place? Comment un gouvernement peut être aussi médiocre et ne cesser de rabâcher? Alors oui, mes amis, je le dis très simplement. Monsieur Manuel Valls et Monsieur Hollande nous disent qu'il ne faut pas changer de politique et qu'il faut attendre. C'est le cap qu'il faut changer, c'est le capitaine qui est mauvais. Il serait irresponsable de persister dans la même politique économique. Elle nous amène tous vers le bas. Faisons entendre clairement la voix des Français de plus en plus nombreux qui disent simplement « vous nous emmenez dans le mur ». Changez la politique économique tant qu'il est encore temps. Monsieur Valls, Monsieur Hollande, nous ne voulons plus de vos discours. Nous voulons une autre politique économique. Changez tant qu'il est temps. Arrêtez de dégrader la France. Et l'erreur de cette politique économique, elle est double. Elle est double. La première erreur, c'est celle que nous dénonçons avec les élus de la droite sociale depuis maintenant 2 ans, Marianne. C'est qu'ils ont asphyxié l'économie française sous le poids des impôts. L'erreur majeure qu'ils ont faite, c'est que les efforts ont été demandés systématiquement aux classes moyennes. Ce ne sont pas les plus riches qui ont fait des efforts. Ce ne sont pas non plus les personnes qui sont soi-disant plus fragilisées et qui parfois tirent aussi un petit peu sur la corde de la générosité de notre système social. Ceux qui ont porté la totalité de l'addition, ce sont les classes moyennes qui sont au milieu. Et si aujourd'hui la croissance économique est en panne, c'est parce que les classes moyennes de France souffrent, parce qu'elles n'arrivent plus à boucler leur budget à la fin du mois, parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs impôts. Et ce mois-ci où beaucoup d'entre vous payez le tiers supplémentaire d'impôts, chacun mesure à quel point ce poids des impôts est devenu insupportable sur cette France modeste, cette France des classes moyennes, cette France qui travaille et qui n'arrive plus à s'en sortir. C'est la première erreur majeure
Ils ont tué la croissance économique par le poids des impôts. Et la deuxième, qui est, vous le savez, une des convictions très fortes que nous portons avec la droite sociale, c'est qu'en France, le travail ne paye pas. C'est qu'en France, le travail ne paye plus suffisamment. C'est qu'en France, celui qui est salarié, celui qui est retraité, qui a travaillé pendant toute sa vie, ne voit pas à la fin le fruit de ses efforts. Et que quand il regarde sa feuille de salaire, et qu'il la compare en se demandant quel aurait été le résultat si je n'étais pas allé travailler, quand il regarde sa feuille de retraite, et que, comme un agriculteur, comme un artisan, comme un commerçant, comme un fonctionnaire ou un salarié du privé qui a travaillé pendant toute sa vie, et qui regarde sa feuille de retraite, et qui se dit à la fin du mois, qu'est-ce qui me reste avec toutes les augmentations d'impôts? Ce à quoi on assiste, c'est une dégradation continue du rapport à la valeur du travail dans notre pays. Et ils ont continué à renforcer tout ce qui est l'assistanat, tout ce qui continue à rajouter des prestations sociales aux prestations sociales, dans le même temps où les impôts, eux, s'abattaient massivement sur la France qui travaille. Si on veut sortir la France de la décadence, si on veut la sortir du déclin économique, il y a une seule chose qu'il faut corriger. Il faut qu'à nouveau, dans ce pays, le travail puisse payer. Ils ont fait sauter les heures supplémentaires, ils harcèlent les gens qui travaillent, ils ont rajouté des charges sur les retraités qui ont travaillé pendant toute leur vie. C'est ça qui entraîne le pays vers le bas. Si on veut que la France se redresse, c'est la valeur travail qui doit redevenir la valeur fondatrice de notre pays. Et c'est ça qu'ils ont dégradé. Mais je ne voudrais pas que nous nous trompions. La crise dans laquelle notre pays, la France, est plongée n'est pas qu'une crise économique. Et la façon dont nous en sortirons ne sera pas qu'une juxtaposition de mesures techniques. Il ne s'agit pas juste de mettre en place un programme d'économie. Il ne s'agit pas juste de mettre en place quelques mesures macro-techniques qu'on déléguerait à je ne sais quel expert en chambre ou quel haut fonctionnaire qui viendrait expliquer comment redresser le pays. Parce que la crise dans laquelle nous sommes est une crise beaucoup plus profonde, qui est une crise de valeurs, qui est une crise dans laquelle la France doute puissamment, qui est la crise d'un système qui est aujourd'hui à bout de souffle et dans lequel trop d'injustices se sont accumulées pour que les Français puissent continuer à leur faire confiance. Et comment ne pas comprendre cette crise de valeurs? Comment ne pas comprendre cette crise de valeurs quand, par exemple, à l'école, le ministre de l'Éducation nationale explique qu'il ne faut plus donner de notes parce qu'on découragerait les enfants et qu'il faut au contraire les niveler vers le bas? Comment ne pas comprendre, mes amis, cette crise de valeurs quand maintenant le bac est noté sur 22 ou sur 24 pour s'assurer qu'on puisse continuer artificiellement à afficher des objectifs de 80% au bac, alors que ce qu'il faudrait, c'est viser des objectifs de 100% d'insertion professionnelle et accepter de valoriser l'apprentissage et les métiers manuels qui permettent bien souvent, d'avoir des réussites en termes d'insertion. Comment ne pas comprendre cette crise de valeurs quand on voit que les casseurs sur les Champs-Élysées sont moins condamnés que ceux qui manifestaient contre le mariage pour tous? Comment ne pas comprendre cette crise de valeurs quand on voit l'absence d'autorité du ministre de l'Intérieur qui se voit dicter par des manifestants le fait qu'ils puissent manifester ou non, et où nous avons ces images pitoyables pour l'autorité de l'État, ou alors qu'un ministre de l'Intérieur soi-disant interdit une manifestation, ces manifestants décident quand même de défiler en défiant toute autorité de l'État et toute crédibilité de la parole publique? Comment ne pas comprendre, mes amis, cette crise de valeurs quand une ministre de la Justice refuse de chanter la Marseillaise et donne ainsi une image pitoyable? Ce qu'on attend d'un ministre de la République, quelles que soient ses convictions, c'est qu'il défende les valeurs de la nation et de la France, et pas qu'il les humilie comme elle l'a fait, en prétextant ensuite qu'elle écoutait religieusement une chanson, alors qu'elle a très clairement indiqué qu'elle ne chantait pas la Marseillaise, ce qui est une honte quand on est membre du gouvernement. Et la honte est également celle de Hollande, qui n'a même pas souhaité la démissionner et la relever de ses fonctions. Comment ne pas comprendre, Christophe, comme tu l'as très bien dit, le découragement de la France qui essaye de travailler et de créer? Comment ne pas comprendre le découragement de nos entrepreneurs, de nos artisans, de nos commerçants, de nos professions libérales, de tous ceux qui essayent d'aller de l'avant et qui sont traités par les contrôles et par les normes qui s'abattent sur eux comme s'ils étaient des délinquants et des malfaiteurs? Quand il y a un contrôle de l'inspection du travail et qu'on se retrouve à vous traiter comme un délinquant de grand chemin, comment voulez-vous encore que ce pays ait le goût de l'initiative et de la création de valeur et de réussite et d'emploi?
Les gens qui créent de l'emploi doivent être confortés, alors qu'on les décourage aujourd'hui et qu'on les traite comme si c'était des bandits de grand chemin. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et puis enfin, comment ne pas comprendre cette crise de valeurs quand la ministre de la Santé, dans le même temps où elle demande à chacun d'entre nous des efforts supplémentaires, dans le même temps où sans cesse les médicaments et l'accès à la santé devient plus compliqué, dans le même temps où l'hôpital souffre et où les urgences sont en situation difficile, et qu'elle continue à renforcer un système catastrophique dans lequel elle généralise maintenant la CMU en direction de l'accès aux médecins, ce qui n'aboutit qu'à une chose, c'est un grand gâchis. Parce que quand on offre comme ça à certains l'accès gratuit aux soins, ce à quoi on aboutit, c'est que ces soins n'ont plus de valeur, c'est que ce sont les abus généralisés. Et cette société d'injustice que je dénonce, où certains sont obligés de tout payer et où les autres ont tout gratuit, ça n'est pas comme ça que nous avions construit la République française. Et les Français qui observent cela ne comprennent plus. Les Français qui observent cela ne comprennent plus pourquoi est-ce qu'on accepte silencieusement que la France soit ainsi mise systématiquement la tête à l'envers. Les Français qui observent cela, et qui sont les Français que vous incarnez tous, vous qui venez de tous les territoires de la République, et y compris avec un petit salut pour Annick, qui représente les Français de l'étranger, et qui me fait beaucoup d'amitié en étant présente, puisqu'elle a fait le voyage depuis la Tunisie. Et merci à toi, Annick, de ta fidélité constante. Les Français qui observent ça sont à bout. Ils sont à bout, et ce qui m'inquiète, c'est qu'ils finiraient presque par se résigner. Ils finiraient presque par s'habituer à ce climat de désespérance. Or, il ne faut pas, mes amis. Il faut garder notre capacité d'indignation. Il faut garder notre capacité de refus. Il faut garder notre capacité à dire non et à refuser qu'un gouvernement avec le politique puisse ainsi abîmer aussi durablement ce qu'est la situation de notre pays. Il faut refuser tout simplement la fatalité. Il faut avoir juste le courage de regarder ce qui se passe autour de nous, où l'Allemagne se redresse et ne cesse d'affirmer sa puissance, où l'Espagne a été capable, après une crise terrible, de se réinventer, où le Royaume-Uni retrouve un dynamisme qui nous fait honte, dans le même temps où François Hollande, médiocre, n'est plus écouté par qui que ce soit au niveau européen, et où Angela Merkel a balayé d'un revers de main ses travaux, en disant tout simplement « commence par faire le ménage chez toi, avant de nous donner des leçons au niveau européen ». Et malheureusement, elle a raison. Mais nous, mes amis, mais nous, comme l'a très bien dit Peter, au moment où l'opinion publique se détourne puissamment de la gauche, quel espoir offre la droite? Mais nous, au moment où la France attend des repères, au moment où les Français découragés attendent qu'on soit capable de proposer autre chose, quel discours sommes-nous capables de tenir? Et nous, dans ce moment qui est un moment douloureux pour chacun de nos compatriotes, sommes-nous capables de donner l'exemple? Cela fait 2 ans, mes amis, que nous n'avons cessé, mois après mois, de donner une image qui a été sans cesse plus pitoyable. Nous nous sommes d'abord abîmés dans la guerre des chefs. Nous avons ensuite poursuivi par une opposition qui a été incapable de faire entendre sa voix suffisamment. Et je regrette d'ailleurs que certains dans notre famille politique n'aient pas compris l'importance de l'enjeu de la mobilisation sur le mariage pour tous. Cela s'est ensuite suivi avec les affaires pitoyables de l'UMP, qui ont projeté une image catastrophique sur nous, alors que l'opprobre était sur les socialistes à travers l'affaire de Jérôme Cahuzac. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux d'entre vous qui étaient là, mais il y a 1 an, je mettais en garde notre famille politique, ici même, sur le risque des affaires et la nécessité d'avoir des politiques qui soient avec une intégrité et une honnêteté incontestables. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. Certains parmi nous pensent qu'il suffit d'attendre l'échec de François Hollande. Je le dis, cette façon de faire est une façon de faire de la politique qui me dégoûte. C'est la façon des petits stratèges en chambre. C'est ceux qui ont une vision étriquée. C'est ceux qui croient qu'on fait de la politique uniquement pour gagner et pas pour changer le pays. C'est ceux qui n'ont pas de conviction et pas de colonne vertébrale. Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre l'échec des autres. Nous devons réfléchir à ce que nous portons, à ce qu'est notre corpus de valeurs. On ne peut pas se contenter de dire « François Hollande échoue, attendons, laissons Marine Le Pen continuer à prospérer et contentons-nous de récupérer les débris d'une politique qui est en miettes ». Non,
Ça n'est pas comme ça que ça marchera. On est aujourd'hui face à un travail de refondation qui est immense, sur lequel on ne doit pas se tromper. L'image de la droite dans notre pays est profondément abîmée. Et nous avons encore une chance d'arriver à la reconstruire, mais il faut s'y atteler dès maintenant. Avec pour moi 3 conditions majeures de réussite. La première condition de réussite, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Vous ne pouvez pas tenir un discours à l'attention des Français si nous n'arrivons pas à tourner la page des affaires au sein de l'UMP. Les élus qui sont ici, les élus municipaux qui sont ici, les élus nationaux qui sont ici, moi-même, vous n'avez jamais entendu notre nom associé ni de près ni de loin en quoi que ce soit à ces affaires pitoyables de Big Malion. Les élus qui sont ici sont tous des élus qui savent que quand on décide de porter l'intérêt général, eh bien ça suppose d'être au clair avec soi-même et d'être d'une honnêteté qui est absolument incontestable. Les élus qui sont ici savent que quand on veut demander des efforts aux autres, on commence par se les appliquer à soi-même. Et il y a une période où nous avions dans notre famille politique une personnalité comme le général de Gaulle. Et j'aime à rappeler que le général de Gaulle avait sur son bureau 2 encriers. Un qui était payé par le gouvernement avec lequel il signait les courriers officiels, et un autre avec lequel il signait ses courriers privés et qu'il payait lui-même. Est-ce que l'on peut accepter que cette période-là soit définitivement tournée? Est-ce que l'on est résigné à accepter que nos élus soient corrompus? Ou est-ce que nous avons la vigueur de dire tout simplement que quand il y a des gens qui sont corrompus et que la justice a établi leur corruption, c'est dehors et on arrête de jeter une image pitoyable sur ce qu'est la politique. Montrer l'exemple, ce sont des petits signes, mais des signes qui comptent. Montrer l'exemple, c'est par exemple quand on quitte le gouvernement, ne pas toucher cette espèce de prime parfaitement indue qui n'a aucune justification et que j'ai toujours refusé de toucher. Montrer l'exemple, ça signifie aussi avoir le courage de dire que si l'on est contre les régimes spéciaux, on est aussi contre les régimes spéciaux des parlementaires et qu'il ne peut y avoir aucune justification au fait de se battre contre les régimes spéciaux de certains et que les politiques, eux, garderaient leurs propres régimes spéciaux de retraite. Montrer l'exemple, ça suppose tout simplement d'avoir un comportement, et j'ai bien aimé la question qui m'a été posée par les amis de Bourg-les-Valences, dans lesquels le discours que vous tenez au plan national, vous l'appliquez au plan local. Je suis contre les augmentations d'impôts. Dans ma ville du Puy, après 4 ans d'économie, ça fait 2 ans que nous baissons les taux d'impôts. Les idées nationales que j'ai, nous les appliquons sur le terrain. Dans notre ville du Puy, je suis contre le fait qu'on verse des prestations sociales n'importe comment sans demander aux gens quelque chose en contrepartie. Nous avons un programme systématique qui permet d'équilibrer les droits et les devoirs en s'assurant qu'on aide plutôt les gens en leur permettant de faire leurs preuves dans des chantiers d'insertion par le travail, plutôt que de continuer à payer le plein de fioul ou rembourser des dettes à la fin du mois sans qu'il n'y ait à l'arrivée aucun progrès. Le social, c'est l'insertion par le travail et pas autre chose. Et oui, les Français ont le droit de nous juger sur la façon dont nous pratiquons la politique. Parce que si jamais nous leur expliquons que nous allons baisser les impôts, mais que localement, dans la gestion de nos mairies, nous ne cessons de les augmenter, alors nous n'avons aucun socle de crédibilité. C'est pour cette raison que moi, je crois aux élus de terrain, parce qu'au moins on est capable de juger leur crédibilité nationale à l'aune de ce qu'ils ont fait sur le terrain, et que je me méfie de ceux qui ont été élevés sous les plafonds dorés de la République, parce qu'ils finissent par troubler les esprits et faire perdre les repères. La deuxième condition de la réussite. La deuxième condition de la réussite, c'est le courage. Les Français qui regardent tout ça, ils nous observent. Eux sentent bien que notre système ne marche plus. Mais ils écoutent les politiques. Et ils ne retrouvent pas dans les discours des uns et des autres ce que eux ressentent puissamment sur le terrain. Ils ne retrouvent pas dans les discours de chacun la même indignation et au fond la même lucidité de bon sens qui habite la majorité des Français. Et de ce point de vue, qu'est-ce qui manque à la classe politique? Il manque à la classe politique depuis beaucoup trop d'années un manque singulier de courage. Trop de politiques en France croient encore que les Français sont contre le changement. Les Français ne sont pas contre le changement, ils aspirent au changement. Mais ils demandent que ce changement soit juste et ils demandent que ce changement permette d'avoir à l'arrivée des résultats. Ils ne veulent pas d'un changement qui soit un changement dans lequel on continue à laisser subsister les injustices entre eux, dans lequel, faute de courage, on ne va pas jusqu'au bout. Prenons des exemples. La réforme des retraites. Les Français en ont assez de ces fausses réformes de retraite qu'on fait tous les 2-3 ans.
dans lesquels, comme d'habitude, on garde des régimes différents entre le public et le privé, où on nous dit à chaque fois, vous inquiétez pas, on va rétablir l'équilibre financier, et puis 2 ans plus tard, il faut revenir, et on explique à nouveau que ça ne marche pas. Eh bien, faisons une vraie réforme des retraites, une bonne fois pour toutes, dans laquelle on change complètement le système, dans laquelle on passe d'un système d'annuité à un système de cotisation par points qui laisse la liberté aux Français de choisir au début de votre carrière professionnelle. Vous devez construire, peut-être acheter votre appartement, vous pouvez cotiser moins. En revanche, à la fin de votre carrière professionnelle, vos enfants ont fait leurs études, vous avez pu les payer, vous avez plus de capacités, on cotise plus. Et surtout un système égal pour tout le monde, en faisant sauter définitivement tous les régimes spéciaux, à commencer, je l'ai dit, par le régime spécial des politiques, qui doivent montrer l'exemple pour pouvoir faire changer la donne. Tous les pays l'ont fait. Tous les pays l'ont fait. Et je vous l'avais dit, nous n'avons pas eu le courage de le faire. Sur les 5 ans qui s'étaient écoulés, ce devoir d'inventaire, je plaidais pour l'année dernière, je plaide pour exactement de la même façon cette année. Si nous voulons revenir au pouvoir, c'est en ayant d'abord fait le diagnostic des erreurs que nous avons commises pendant 5 ans, parce que nous n'avons pas le droit de faire preuve des mêmes hésitations, et que dans la réforme et le changement du pays, il faudra faire preuve de beaucoup plus de détermination que ce que nous avons eu dans l'exercice du pouvoir pendant 5 ans sur l'exercice précédent. Et ça, il faut aussi que nous puissions le dire très simplement, avec la même liberté de parole que j'ai toujours eue. De ce point de vue, sur ce courage politique, je voudrais revenir sur un thème. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, il y a maintenant quasiment 4 ans, du moment où nous avions dénoncé avec des amis l'assistanat et la nécessité d'exiger en contrepartie du RSA que les gens travaillent. Beaucoup, souvenez-vous, nous étaient tombés dessus. Beaucoup nous avaient dit, quelle horreur, tais-toi, comment est-ce qu'on peut oser dire ça? Aujourd'hui, dans notre famille politique, cela fait l'objet d'un large consensus, et cette idée a fait du chemin. Quand sur l'Europe, je vois que nous continuons à faire preuve de lâcheté, et que nous continuons à rabâcher les mêmes discours depuis 20 ans, qu'on continue à vouloir faire croire aux Français que l'Europe à 28 marche, qu'on peut continuer à avoir une Europe dans laquelle vous avez à la fois la Roumanie et la Pologne, et la France et l'Allemagne, et qu'on croit que tout ceci va fonctionner en permettant à chacun d'appliquer ses règles de droit du travail et aboutir à une Europe qui se tire vers le bas, eh bien je dis que là encore c'est une preuve d'absence de courage. L'Europe à 28 ne marche plus, et ceux qui sont européens et qui veulent défendre une ambition européenne doivent avoir le courage de le dire. Et ce qu'il faut, c'est avoir le courage de changer l'Europe si on veut la sauver. On a besoin de reconstruire une Europe qui ait du sens. Cette Europe-là s'est totalement perdue en chemin. Elle n'est plus capable de défendre nos entreprises. Elle n'assume plus de défendre nos emplois. Elle s'est perdue dans une Europe élargie qui n'a plus de sens. Elle n'assume pas de parler des racines chrétiennes qui constituent le fondement de la civilisation européenne. Tout ceci, ce sont de profondes erreurs contre lesquelles il faut revenir. Ceux qui aiment l'Europe doivent avoir le courage de dire qu'il faut changer l'Europe. Parce que l'Europe actuelle nous emmène dans le mur. Et veillons ensemble, mes amis, à garder en tête le message des Européennes qui nous a été adressé par les Français. Soit vous changez, soit nous vous changeons. Je me méfie des politiques amnésiques qui oublient trop rapidement le message des électeurs. Ce message des électeurs aux Européennes était un signal d'alerte pour nous. À nous de savoir l'entendre. Et j'en viens maintenant, mes amis, à ce qui est pour moi le plus important. Nous allons avoir une élection à l'intérieur de l'UMP. Ce n'est pas forcément ça le plus important. Cette élection à l'intérieur de l'UMP, certains voudraient l'aborder en faisant croire que ce sera à nouveau une question de casting. Et que la seule question qui va se poser à nous sera de savoir quelle tête de pipe est-ce qu'on mettra devant, qui est-ce qu'on va afficher. Et cela donne lieu à toutes les ambitions personnelles qui se dilatent dans tous les sens, chacun ayant son petit parcours de campagne, en se disant je pose un jalon qui ensuite me permettra de poser un autre jalon. Sauf que l'élection à l'UMP ne peut pas se résumer à nouveau à une guerre de chefs et à des querelles entre les uns et les autres. Cette élection à l'UMP doit servir à une chose avant tout. Savoir sur quel spectre de valeurs et de projets nous voulons refonder la droite. Savoir quelles sont les idées que nous portons. Et cette question est première. Parce que je ne suis pas intéressé de savoir si la personne qu'on mettra en avant est charismatique ou non. Si elle est populaire ou non. Si elle a de l'énergie ou non. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le projet qui sera derrière. Et ce que je veux questionner inlassablement, c'est qui portera un spectre de valeurs qui soit clairement assumé. Pourquoi les Français ne nous croient plus? Ce que les Français aujourd'hui rejettent à droite, c'est une droite qui est une pâle copie de la gauche.
C'est une droite qui se contente d'un filet d'eau tiède. C'est une droite qui met le principe de précaution au sommet de la Constitution. C'est une droite qui, pour certains, s'abstient sur le mariage pour tous. C'est une droite qui n'est pas capable de défendre les entrepreneurs. C'est une droite qui a perdu ses repères. C'est cette droite et ce centre-là qui nous tirent vers le bas. La droite dont nous avons besoin, c'est une droite qui assume ses valeurs, qui ait le courage clairement de dire ce que sont nos convictions, qui n'a pas honte de ce qu'est la droite. De quoi avons-nous peur? Au nom de quoi devrions-nous abdiquer par rapport au politiquement correct ou par rapport à la pensée qui nous est imposée? Et ce dont on a besoin, c'est que dans le cadre de cette élection UMP, nous pesions très fortement pour que la refondation de la droite et de notre famille politique se fasse sur une droite qui est au clair avec ce qu'elle propose. Et la voie que je veux redonner, la voie que je veux refonder, c'est celle d'une droite qui assume enfin ses valeurs. Pas une droite qui a honte, pas une droite qui ne dit rien, et pire encore, pas une droite qui, quand elle est au pouvoir, ne fait rien. C'est sur ce sujet-là que nous devons veiller à ce que l'élection de l'UMP soit bâtie, mes amis. Et s'il faut aller à l'élection de l'UMP parce que personne n'accepte de porter ses idées et qu'on nous propose à nouveau un choix qui soit un demi-choix et un choix fait dans l'ombre, alors nous irons, mes amis. Mais nous irons pour défendre nos convictions et pas pour assurer tel ou tel petit destin. Si à l'inverse, il est possible de le défendre en faisant un travail en équipe, alors il ne faudra pas hésiter non plus à privilégier le travail en équipe. Ayons le courage, pour une fois, de poser comme principale pierre de choix les valeurs et les convictions, et non pas les petites querelles de personnes qui nous ont déjà fait si mal au cours des 2 ans qui se sont passés. C'est ça que je vous demande. Faisons le choix ensemble d'une droite de valeurs et pas d'une droite d'ego personnel. Ça suffit les petites ambitions. Place aux valeurs, aux convictions et à ce que nous défendons. C'est ce que je vous demande de faire au cours des 3 mois qui sont devant nous. Alors assumons nos valeurs. De quoi avons-nous peur? Assumons le travail contre l'assistanat. Assumons de dire que dans ce pays, toute personne, si elle a des droits, a d'abord des devoirs. Et que si elle reçoit de la part de la générosité nationale, elle doit aussi être capable de rendre. Et que quand on bénéficie du RSA, il faut aussi systématiquement demander à nos compatriotes 5 heures de travail d'intérêt général par semaine pour se rappeler qu'on doit aussi rendre une partie de ce que la République vous octroie. Assumons, mes amis, assumons de dire que les classes moyennes ne peuvent pas systématiquement être les oubliées et que c'est bien beau d'avoir des discours qui sont toujours orientés en direction des mêmes, mais que ceux qui sont silencieux et respectent les lois de la République en silence ont aussi droit à notre respect et à notre attention, au lieu d'être systématiquement les oubliés de la nation et de la République. Assumons, mes amis, assumons de dire que l'école doit être construite sur le mérite et l'effort. Et qu'il faut inculquer aux jeunes générations qu'on ne réussit rien si on ne s'en donne pas les moyens, et que si l'on n'a pas le goût du travail et de l'effort. Assumons de dire que l'école à laquelle nous croyons, c'est l'école de la Troisième République, qui était capable de faire d'un fils ou d'une fille d'agriculteur ou d'ouvrier un ingénieur qui faisait ensuite la fierté de la famille parce qu'il avait réussi et qu'il s'était donné les moyens de réussir. C'est cette école-là que nous voulons, et pas l'école d'Hamon ou de Payon qui est en train de gâcher toute une génération et qui introduit la théorie du genre à l'intérieur de l'école. Assumons de dire qu'en face des délinquants, il n'y a qu'une seule politique, c'est celle des sanctions et celle de la répression. Assumons de dire que nous ne pouvons pas continuer à assister passivement à la dégradation de la sécurité dans notre pays. Et assumons de faire très simplement, comme nous le faisons dans notre ville du Puy, quand on attrape quelqu'un qui a fait une petite dégradation, c'est la semaine d'après, 6 h du matin, en bleu de travail, et on répare les dégâts qu'on a faits avec les équipes du centre technique municipal. Et non, Madame Taubira, non. On ne détermine pas, non, Madame Taubira, on ne détermine pas les peines de justice en fonction des places de prison. On fixe le nombre de places de prison dont on a besoin en fonction du nombre de délinquants qu'on doit arrêter. Depuis quand est-ce qu'on perd à ce point-là la raison dans notre pays? Assumons de défendre l'initiative et la création. Assumons de dire qu'on ne peut pas permettre à la République française de partir de l'avant et de jouer dans la concurrence de la mondialisation si nous ne mettons pas
et au sommet de la Constitution le principe d'initiative et d'audace au lieu du principe de précaution que nous-mêmes avions contribué à mettre au sommet de la Constitution, ce qui était une profonde erreur, et Jean d'ailleurs à l'époque, tu l'avais dénoncé. Assumons mes amis, assumons de dire aussi que nous ne pouvons pas continuer à laisser le marché européen offert à la concurrence internationale par des pays qui eux-mêmes ne pratiquent pas l'ouverture de leur propre marché intérieur. Assumons de dire que face aux Chinois qui pillent systématiquement le marché européen et qui continuent à protéger leur propre marché, n'ouvrent pas l'accès à leur marché public, qu'à un moment nous sommes aussi capables de dire priorité à nos emplois, priorité à nos propres entreprises, priorité dans nos marchés publics, à ceux qui sont installés dans nos territoires, au lieu de continuer à brader dans une fausse mondialisation nos valeurs, nos emplois et nos entreprises. Quand il y a en face de nous des gens qui jouent le jeu, oui. Quand on a en face de nous des pays qui ne pratiquent pas les mêmes règles et qui refusent le libre-échange, il faut être capable de stopper et d'arrêter les dégâts, au lieu de la naïveté dans laquelle nous sommes. Oui, parfois, il faut une dose de protectionnisme européen. Et assumons l'unité de la République. Assumons de refuser qu'il y ait des drapeaux étrangers devant les frontons de nos mairies. Assumons de dire qu'il n'y a pas de place dans un pays comme la France pour le communautarisme. Acceptons de dire que la République française s'est toujours construite sur l'unité et que c'est à ceux qui viennent dans notre pays de s'adapter à la République et non pas à ceux qui viennent dans notre pays de demander à la République de s'adapter à eux. Et assumons en fait, mes amis, assumons de dire que la famille est un des points d'appui essentiels de la société française. Et que même si évidemment la société française a changé, il n'y a aucune raison de brocarder nos valeurs, il n'y a aucune raison de tomber dans la gestation pour autrui ou dans la procréation médicalement assistée, il n'y a aucune raison d'assister petit à petit à la dilution de ce qui a toujours permis à notre société française de tenir. Ces valeurs-là ne doivent pas être brocardées. Ce sont celles qui permettent à la société française de tenir et d'aller de l'avant. Assumons de défendre contre grès et marées, assumons de défendre les valeurs de la famille française dont on a aussi besoin et qui permettent tout simplement de transmettre des valeurs aux générations qui viennent. Ce ne sont pas des valeurs du passé, ce sont des valeurs de demain. Les amis, sur ces valeurs, je voudrais que nous comprenions bien ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, ce n'est pas un catalogue de mesures techniques. C'est une vision pour la France. Cela fait 30 ans que notre pays recule et se dégrade petit à petit. Pourquoi ? Ma conviction est qu'au fond, depuis 30 ans, nous avons cru que pour nous adapter, que pour pouvoir construire la France de demain, il fallait renoncer à ce que nous sommes. Combien de fois on nous a expliqué qu'il fallait que les Français changent, se renient, oublient ce qu'ils étaient pour pouvoir réussir dans la mondialisation. Ce que font les socialistes en ce moment, c'est pervertir la totalité des valeurs de la République et inverser la totalité des fondements qui ont permis depuis la Troisième République à notre pays de se construire. Des valeurs qu'ici on connaît bien. Et c'est pour ça que j'aime aussi ce territoire du Mézin, parce que c'est un territoire où on se rappelle que la France a une histoire, qu'elle a une géographie, que nous ne venons pas de nulle part. Ma conviction est exactement l'inverse. Ma conviction, c'est que pour que la France réussisse, il ne faut pas qu'elle renonce à ce qu'elle est, il faut qu'elle redécouvre ce qu'elle était. Il ne faut pas qu'elle brocarde ses valeurs, il faut qu'elle les réaffirme avec une modernité et une vigueur beaucoup plus importante. La France n'a pas besoin de renoncer à son identité. Elle n'a pas besoin de changer ce qui lui a permis de le faire. Elle doit retrouver ce que nous étions. Nous étions une nation de travailleurs. Nous étions une nation qui a été faite par les agriculteurs, par les ouvriers, par les ingénieurs, qui avaient à cœur de construire leur pays par leur réussite et leur travail. Nous étions une nation dans laquelle la laïcité avait un sens et permettait de s'assurer que tout le monde vivait ensemble parce qu'on respectait la même règle et que le multiculturalisme ou le communautarisme n'avait pas de droit de cité au sein de la nation française. Nous étions une nation qui avait des repères forts et qui était capable de les transférer à la jeune génération. Mes amis, la modernité, ça n'est pas de renoncer à cela. La modernité, c'est d'avoir le courage de moderniser le pays, de moderniser son économie, de lui redonner une initiative et du souffle, mais de le faire en s'appuyant sur un socle qui est solide. Et c'est une des grandes leçons qu'avait livré Pompidou avant de partir. Il avait dit que pour que la France réussisse, pour que la France s'adapte à la concurrence économique, il fallait qu'elle reste fidèle à elle-même. C'est cette France qui doit rester fidèle à elle-même et aux valeurs que nous avons toujours tracées, que la droite doit défendre. Ne trahissons pas ce qu'a toujours été la République en France pour que la France réussisse et construise son avenir.
Ce sont ces valeurs qu'elle doit assumer. Et ce sont ces valeurs qu'elle doit à nouveau défendre. Et alors l'horizon s'éclaircira à nouveau pour notre pays. Alors oui, mes amis, l'enjeu de l'élection UMP, ce sont ces valeurs. Celles que je porte, celles que nous portons ensemble, avec tous les élus que vous avez entendus, celles que vous attendez, vous qui venez chaque année plus nombreux, celles que les Français attendent. Et je vous le dis, je ne lâcherai rien sur ces convictions. Pas de petits compromis, pas de petites négociations. Nous porterons la parole de ces Français qui en ont assez et qui ne se retrouvent plus dans nos lâchetés politiques. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le temps de la refondation est venu. Il n'y a pas de fatalité au déclin. Il n'y a pas de fatalité au dégoût actuel de la politique. C'est en assumant une politique propre, intègre, c'est en assumant les valeurs qui sont celles dont nous avons parlé, que la droite peut se reconstruire, que cette rentrée soit celle de la reconstruction, que cette rentrée soit celle d'une droite qui assume sereinement et avec détermination les valeurs qui sont les nôtres. Merci à tous. Nous n'avons pas honte de chanter la Marseillaise. Qui